Nous entamons la troisième partie de cette édition spéciale consacrée à l'élection présidentielle prévue le 21 février prochain au Niger. Un nouvel invité nous a rejoint. Il s'agit de Maître Boubacar Moussi, le représentant du candidat Hama Amadou. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci. Nous sommes toujours en compagnie de Dodo Boukari Abdul Karim, représentant du candidat Seyni Oumarou, et de Maman Sofo, représentant du candidat Mahaman Ousmane, ainsi que de M. Oumoudou Mahamadou, représentant du candidat Mahamadou Issoufou. Alors, Maître Moussi, nous aimerions avoir votre opinion sur la stabilité politique, sur l'état de droit au Niger. Très ramassé, comme vous le dites, je crois que mes prédécesseurs ont déjà défini ces concepts, de sorte que je ne vais pas insister là-dessus. Parce que le véritable enjeu, c'est d'abord... Oui, allez-y, je vous en prie. Le véritable enjeu, c'est de pouvoir mariner tout cela pour une bonne organisation des élections, pour stabiliser les institutions que nous avons déjà. L'état de droit, à ma connaissance, ou si j'ai bonne mémoire, c'est que l'état de droit, c'est l'état dans lequel les citoyens, les gouvernants, les institutions et les citoyens sont soumis à la loi. Parce qu'il y a état de droit et les autres formes d'état. Et l'état de droit, c'est l'état démocratique en réalité. L'état dans lequel les droits individuels, les droits civiques, les droits de tous les citoyens sont respectés, où tout le monde respecte la règle de droit et la règle de droit démocratique. Parce qu'il faut distinguer les droits. Tous les États sont régis par du droit. Certains États sont régis par des droits non démocratiques. Ceux-là ne sont pas des États de droit. De sorte que l'État de droit, spécifiquement, sa caractéristique fondamentale, c'est le respect des libertés individuelles et publiques, c'est-à-dire la démocratie. Mais le plus important serait de nous dire ce que vous pensez de la situation actuelle au Niger. Je ne voudrais pas, d'entrée de jeu, stigmatiser la situation actuelle au Niger. Je suis pragmatique, je veux... nous sommes dans une période charnière, d'une période de transition. Des élections doivent se passer. Et ce qui s'est passé, je crois que nous devons simplement faire en sorte que les institutions soient fortifiées, que les élections se passent démocratiquement, légalement, loyalement, pour que l'état de droit puisse être plus fort, pour que les institutions puissent être plus fortes, pour que la stabilité politique puisse continuer. Parce que la stabilité politique, c'est la transmission légal et pacifique d'un pouvoir à l'autre. Oui, mais là, Maître Moussi, vous ne faites pas d'état des lieux. Il s'agit du Niger. On est en campagne électorale pour quelques heures encore. C'est le moment de nous dire je ne voudrais pas tout de suite dégainer. Le problème, c'est qu'on est en train de terminer cette partie consacrée à la stabilité politique, donc on parlera de l'armée juste après. Dans ces conditions-là, faut-il dire que ce qui s'est passé au Niger, ce n'est pas un état de droit. Les institutions n'ont pas fonctionné normalement, je vous le dis, franchement. Les institutions de la République ont été paralysées, atrophiées. Aucune institution n'a formellement bien fonctionné. La Cour constitutionnelle n'a pas fonctionné normalement. Les autres institutions de la démocratie, la Commission nationale des droits de l'homme, n'a pas fonctionné. Je vous dis ici sur ce plateau que le président de la Commission nationale des droits de l'homme a intervenu une seule fois au moment de la crise aiguë de l'Assemblée nationale. Le président de la République l'a appelé pour lui dire que ses déclarations le gênent. Il n'a jamais fait de déclaration. Je le dis, il peut m'inviter sur un plateau, je vais le lui dire en face. Je lui ai déjà dit ça. Ça, c'est un. Il y a d'autres institutions qui n'ont pas fonctionné. Tout le monde sait comment la Cour constitutionnelle s'est comportée pendant cette période-là, où elle dit une chose et dit une autre chose le lendemain. Elle interprète ses arrêts, elle donne des significations à ces arrêts. Ça, ce n'est pas un fonctionnement d'un état de droit. Je vais vous préciser ceci. Les gens ont souvent dit qu'au Niger, il y a eu des élections démocratiques, il y a eu des institutions, donc il y a de la démocratie. Ce n'est pas vrai. Ce qui s'est passé, c'est que la démocratie a été anéantie. Nous avons eu l'impression qu'on a élu un tyran par des procédés démocratiques, et de sorte que personne n'est à l'aise, personne, la presse, les magistrats, la justice, il n'y a pas une seule institution qui a fonctionné normalement. Je n'ai vu que seulement au Niger, où un président de la République peut appeler des juges pour leur dire que je ne vais pas entendre parler d'une telle décision. Et les juges retournent et ils se soumettent à ce desiderata.
C'est seulement au Niger que ça s'est passé. On ne pouvait pas imaginer qu'en élisant un président d'un opposant qui pense avoir fait 25 ans de carrière politique dans l'opposition, qu'il puisse se comporter de cette manière-là. J'ai l'impression que si on continue de cette manière-là, cet homme-là sera plus fort que les institutions. Parce que ce que vous ne savez pas, madame, on a souvent dit que lorsque l'opposition a requisé la Cour constitutionnelle, on a dit que la Cour constitutionnelle du Niger a été la plus démocratique et la plus représentative. C'est vrai, du point de vue théorique. Le président de la République a son représentant, le président de l'Assemblée, le Premier ministre. Le Premier ministre n'a pas de représentant. Merci de la précision. Les magistrats, la société civile, toutes les sensibilités ont leurs représentants. Mais ça ne suffit pas. On a vu un président tyrannique et une présidente soumise Madame, qui, avant même de rendre ses arrêts, dit qu'il va d'abord demander l'avis du président. Monsieur Sodo, monsieur Oumoudou veut vraiment réagir à ces propos. Deuxième chose. Juste ce point-là, on va prendre la réaction. Je vous donnerai la parole juste après. Monsieur Oumoudou, vous avez semblé vouloir réagir particulièrement à un point, lequel? Je voudrais réagir sur le fait qu'il insiste sur le fait que nous avons un président tyrannique. Nulle part aujourd'hui au Niger, personne ne peut dire que nous avons un président tyrannique. Le président n'a jamais appelé les magistrats pour leur dire je ne veux pas de telle ou telle décision. Je sais de quoi je parle. J'ai été membre du conseil de la magistrature. Vous avez été... Et en cours de mandat. En cours de mandat, s'il vous plaît, madame, en cours de mandat, la loi est claire sur le conseil de la magistrature. Les conseillers au conseil de la magistrature sont désignés pour 2 ans. J'ai été élu, il y a le décret qui est là, mais en cours de mandat, parce qu'entre-temps, nous avons basculé à l'opposition, on a changé mon nom. Et le président de la République est au courant parce que c'est lui le président. Mais vous savez que vous ne venez pas aux réunions. Combien de réunions de Conseil supérieur de magistrature ont été reportées parce que vous avez refusé de venir? Vous voulez bloquer le Conseil supérieur de la magistrature? Ce n'est pas une raison. Vous voulez qu'on vous laisse bloquer le Conseil? Voilà le comportement. Il parle de ce qu'il ne sait pas. Mais justement, je vais me tourner vers M. Maman Sofo. Monsieur Maman Sofo, je n'ai pas fini. Pour parler de... Oui, mais... Je vous ai laissé le temps pour soulever quelques points. Monsieur Maman Sofo, quand on parle de stabilité politique, c'est vrai que le pouvoir a été pointé du doigt, mais l'opposition a également un rôle à jouer. Tout à fait. Quel a été le rôle qu'a joué l'opposition dans la stabilité démocratique au Niger ces dernières années? Vous savez, madame, si l'opposition faisait le jeu de pouvoir, le Niger ne sera pas à ce niveau. Ce que l'opposition a été caractérisée par un certain nombre de leaders du monde de l'opposition ont eu un comportement de sagesse, d'élévation d'esprit. Tout à l'heure, mon collègue l'a dit, s'agissant du président de l'opposition, le chef de ville de l'opposition, quand il y a eu rupture pratiquement des dialogues entre lui et le Premier ministre, ou entre lui, ses rencontres périodiques avec le président de la République, il ne s'est pas manifesté, il s'est seulement retiré et l'a observé. Ça a été le cas, effectivement, aussi, s'agissant de M. Maman Ousmane. C'est que les deux acteurs de l'opposition, si on avait suivi le comportement de pouvoir, on serait loin. On a vu ce qui s'est passé par rapport à l'Oumana, qui est un parti de l'opposition. On a vu ce qui s'est passé. C'est que de manière manifeste, le pouvoir exécutif s'est impliqué, je vous ai dit, dans le pouvoir législatif pour aller manipuler des députés, changer les camps de la majorité, de l'opposition vers la majorité. On a acheté des députés pour que la majorité soit basculée. Pour que des députés qui ont été élus sur la base de leur parti quittent leur parti. Ce qui est antidémocratique. Et que la Constitution a interdit dans des cas d'espèce, on devait le révoquer. Mais le cas, ça n'a pas été possible. Donc la question, effectivement, de l'immixtion du pouvoir exécutif dans les autres pouvoirs est une réalité vivante. Monsieur Dodo Boukari, alors, quel a été selon vous le rôle de l'opposition dans la consolidation de la stabilité politique, pourtant décriée sur ce plateau par l'opposition? Bon, moi, je l'ai déjà dit, je crois, tout à l'heure, dans mes premiers propos, j'ai dit que les leaders de l'opposition, l'opposition dans son ensemble, a vraiment eu une attitude responsable. Ça a été une opposition responsable parce qu'elle n'a pas cherché à gêner le pouvoir dans les premières années. L'opposition n'a pas battu les pavés, n'a pas brûlé les pneus, etc. Et lorsque même l'opposition se trouvait dans des situations difficiles, c'est-à-dire lorsque ces demandes de marche, de manifestation, tout pour tout de même exprimer leur point de vue sur la marche du pays, sont interdites, ils n'ont jamais cherché à brûler les étapes, c'est-à-dire donc à violer ces décisions-là.
Moi, je pense qu'à ce niveau-là, déjà, c'est un point positif. Et j'ai relevé également le bon comportement du chef de file de l'opposition, qui, je dis, les premières années, rencontrait régulièrement le président. Et lorsque le président le convoquait, il y allait de bon cœur et il assistait à presque toutes les cérémonies officielles où il était convié. Mais il se trouve qu'à un moment, lorsqu'on a commencé cette politique de concassage des partis politiques, lorsqu'on a commencé à vouloir diviser sa majorité, plutôt en tout cas le groupe parlementaire qu'il avait constitué au niveau de l'Assemblée nationale, et lui et les autres alliés, là, un problème se posait parce qu'ils ne pouvaient pas accepter quand même de sourire, alors que dans le dos, on cherchait à le poignarder. Donc voilà la situation. Sinon, l'opposition, moi je pense que, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, les Nigériens vous disent non, mais cette opposition, elle ne bouge pas, elle ne fait pas. Mais parce qu'elle veut, franchement, consolider la stabilité de ce pays et elle ne voudrait pas se montrer une opposition irresponsable qui va aller brûler les pneus ou se mettre à poser des actes de vandalisme à gauche, à droite. Monsieur à moins tous les 3 ans, madame, tous les 3 ans, il y a un coup d'État dans ce pays. Il y a un changement d'institution. Une opposition sage, une opposition responsable, une opposition qui fait preuve de bonne volonté. Vous êtes du même avis? Je ne suis pas du même avis parce que, d'abord, on accuse le pouvoir de ses propres mots. Quand il parle de concassage de partis politiques, mais quand même, qu'est-ce qui s'est passé? On a appelé l'opposition à venir participer au gouvernement d'union nationale. Nous avons négocié avec tous ces partis politiques. Ils ont accepté, en particulier le MNSD. Il a accepté de rentrer dans le gouvernement d'union nationale. Une décision a été prise au niveau de son bureau politique. On rentre dans le gouvernement d'union nationale. Mais par la suite, c'est le leader du MNSD qui a fait marche arrière, ce n'est pas le MNSD. Et ses partisans ont dit nous ne sommes pas d'accord. Nous rentrons dans le gouvernement d'union nationale. Est-ce que c'est la volonté du président de la République ou du gouvernement ou de la majorité de diviser le MNSD? C'est vous qui avez pris la grave décision de dire que vous ne rentrez pas au gouvernement d'union nationale alors qu'une décision a été prise au niveau du parti. C'est votre leader qui a pris cette décision. Donc, on ne peut pas parler de concassage de partis politiques. En ce qui concerne la CDS, qui est toujours là, qui existe, qui n'a pas été concassée, mais elle a eu simplement un problème de leadership. C'est une question qui relève de la justice. Vous avez passé par différentes étapes, y compris à la Cour de justice de la CEDEAO, et vous avez perdu. Et M. Labo a gagné. Est-ce que cette opposition vous a aidé justement à mettre en place votre programme, à faciliter vos actions ces 5 dernières années? Comment on peut dire que l'opposition nous a aidés? Regardez le cheminement du comportement de l'opposition. Premièrement, il commence à dire nous ne sommes pas d'accord avec la Cour constitutionnelle. Déjà depuis 2 ans, nous ne sommes pas d'accord avec la Cour constitutionnelle. Celle qu'on dit la plus indépendante, il faut la dissoudre et recommencer. On explique que le gouvernement ne peut pas, le président ne peut pas toucher à la Cour constitutionnelle. Cela n'empêche que par la suite, quand on arrive à l'élaboration du fichier électoral, pendant qu'on a mis en place le CFEP de manière consensuelle, l'opposition vient dire « Ah, nous n'avons pas confiance dans ce fichier électoral » qui a été élaboré en collaboration étroite avec l'opposition. Nous ne sommes pas d'accord avec ce fichier électoral. On avance, on met en place la CENI, nous ne sommes pas d'accord avec la composition du bureau de la CENI. On avance, on arrive à la phase électorale, la CENI décide de dire que on va faire le vote par témoignage tel qu'on l'a fait puisqu'il s'agit d'un fichier manuel. Nous ne sommes pas d'accord avec le fichier manuel. Est-ce que vous pouvez considérer que c'est un comportement responsable et c'est un comportement qui aide le gouvernement de la gestion du pouvoir? Nous n'avons fait que gérer des crises. Nous n'avons fait Vous avez géré des crises. Alors, Maître Mossi, dites-nous votre point de vue sur cette question avant qu'on parle de l'armée, parce qu'on arrive quasiment à la fin du débat. Oui, avant, permettez-moi juste une seconde pour permettre, parce qu'en rentrant dans ce studio, j'ai entendu le ministre qui parlait de la CENI et qui justifiait l'arrêté de CENI pour légitimer le vote par témoignage. Je précise d'abord que la CENI n'est pas un organe législatif. Et nulle part la CENI n'a compétence pour légiférer, pour autoriser tel mode de vote. Ça, c'est une deuxième chose. La preuve, du moins. Deuxième chose, c'est qu'il dit que la CENI a pour compétence d'organiser. Mais la CENI, c'est l'organisation opérationnelle, matérielle des élections. Mais ce n'est pas pour légiférer.
Il y a des organes qui légifèrent. La bonne preuve, c'est que la CENI a été obligée, lorsque ce problème s'est posé, de saisir le président. Et quand la CENI a demandé au Premier ministre de saisir la Cour constitutionnelle. Au Premier ministre. Le Premier ministre n'a pas saisi la Cour constitutionnelle, l'a saisi le Conseil d'État, qui n'a aucune compétence. Et cet avis, même dans ce domaine, les avis dans lesquels le Conseil d'État le Conseil d'État peut donner, c'est en matière de projet de décret d'ordonnance, de projet de décret ou d'ordonnance. Ce n'est pas le cas. Et ou en matière administrative, dans la gestion administrative, mais pas dans l'organisation des élections. Ça, c'est une deuxième chose. Même si c'est un avis, cet avis ne concerne que celui qui l'a saisi. Ce n'est pas lié, ça ne lie pas les tiers. Nous autres, on est tiers à ça. OK, donc qu'ils ne disent pas que la CENI a compétence pour ça. Lorsque la CENI a saisi pour auditer le fichier, la CENI a demandé à auditer le fichier. Elle n'a pas légiféré pour qu'on audite le fichier. Maintenant, pour ce qui est de cette question-là, madame. Oui, rapidement, parce qu'on a peu de temps. Sur cette question, je connais très bien cette question parce que nous l'avons vécue en direct à l'Assemblée. Je précise d'abord que pendant 5 ans, le gouvernement de PNDS n'a pas exécuté un programme. Son seul programme a été de diviser les Nigériens, de les opposer les uns contre les autres. Mais là, on parle du rôle de l'opposition dans la stabilité politique. Justement, il a pensé, le PNDS, dans toute sa gouvernance, a passé tout son temps à réfléchir pas de moyens pour détruire les partis de l'opposition. Et la question principale, ce que vous voulez dire exactement, au Niger, nous sommes l'un des pays de la sous-région les mieux outillés en matière d'arsenal juridique. Et c'est l'un des rares pays où l'opposition a un statut. Un statut dans lequel on dit que l'opposition s'oppose. L'opposition a le droit de s'opposer. Là où on a défini l'opposition, où tu ne peux pas être à l'opposition et être à la majorité. Qu'est-ce que le PNDS a fait? Qu'est-ce que Issoufou a fait? Il l'a pris. Il y a eu des négociations pour un gouvernement d'union nationale. C'est vrai, c'est légitime, qui a échoué malheureusement. À partir de ce moment, il peut prendre des individus qui sont libres de partir, mais ils ne peuvent pas, étant de l'opposition parlementaire, continuer à être dans le gouvernement et à dire qu'ils sont de l'opposition. C'est de l'hérésie. Ce n'est pas possible. Ça, c'est un crime contre les institutions, contre les lois de la République. Monsieur avant de passer à l'armée, là, de toute façon, écoutez, il nous reste 5 minutes, c'est très simple. Donc si on ne parle pas de l'armée maintenant, on n'en parlera jamais. Avant, juste un mot. C'est-à-dire que, madame, vous savez, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de le rôle de l'opposition. C'est que quand vous parlez d'un état de droit, quand on a parlé de la séparation de tous ces pouvoirs, on doit parler aussi de l'opposition, des rapports entre la majorité et l'opposition. Comment expliquez-vous, madame, quelqu'un qui arrive au pouvoir avec plus de 54%, donc, logiquement, il n'a pas besoin de phagocyter les éléments des autres, les militants des autres. Dans les conditions normales, quand tu as 50%, tu gères ton pouvoir, sans pouvoir chercher à phagocyter les militants des autres partis. C'est la provocation. Donc, vous comprenez? Je vous viens en appui en disant que lui, quand il était à l'opposition et qu'on lui a demandé de venir au gouvernement, il a dit que c'est une escroquerie. Ouais. Bon, messieurs, écoutez, nous arrivons au moment où il faut... chacun proposer aux Nigériens une alternative différente, puisque vous avez passé ce débat à critiquer un certain nombre de points clés. Alors, M. Maman Safo, votre candidat, que propose-t-il aux Nigériens en matière de stabilité politique pour consolider la stabilité politique et la rendre meilleure qu'elle ne l'est actuellement, selon vos dires? En 1 minute. Merci, madame. Le programme politique de mon candidat est une réponse à la situation actuelle. Si vous regardez, la situation actuelle a été synthétisée justement par l'indice dont vous ne voulez pas en parler, l'indice de développement humain. C'est la synthèse de la situation. Ce pouvoir a passé tout son temps à dire qu'il a investi dans ceci, dans ceci, dans cela. Malgré ça, l'indice de développement humain atteste aujourd'hui que nous sommes derniers. Alors, pour répondre à ça, mon candidat propose 4 alternatives, 4 choses qui correspondent à une demande sociale. Premièrement, la résolution de la problématique eau. Second élément? Second élément, la problématique énergie. Ensuite? L'emploi et l'enseignement, c'est-à-dire l'école. Merci, M. Maman Safo. M. Boukari, alors dites-nous ce que prévoit le candidat Seyni Oumarou pour consolider l'état de droit et la stabilité politique au Niger.
Pour consolider l'état de droit et la stabilité politique, je pense qu'on a tout à l'heure relevé tous les maux dont souffre ce pays. La première des choses, bien entendu, c'est donc d'instaurer une bonne gouvernance dans toutes ses dimensions, économiques, sociales, administratives, c'est important. Mettre fin, par exemple, à la politisation de l'administration, c'est une véritable graine aujourd'hui, c'est un mal dont souffre toute l'administration depuis que donc le PNDS est au pouvoir. Ça, c'est une réalité incontestable. Ensuite, donc, il y aura le renforcement de l'indépendance de l'appareil judiciaire et également le renforcement, un axe important, le renforcement des partis politiques. Parce que vous savez, les partis politiques, en fait, c'est les bourgeons de la démocratie. On n'a pas le temps de développer ça. Si... Termine. Donc le renforcement des partis politiques. Voilà, le renforcement des partis politiques. Merci à vous, M. Boukari. Monsieur Oumoudou, alors, dites-nous ce que le candidat Issoufou Mahamadou a prévu en la matière pour poursuivre dans Renaissance 2, je suppose, son programme en la... Oui, absolument. S'il est élu. Je voudrais d'abord dire que malgré tout ce que les uns et les autres ont dit, Mahamadou Issoufou, au cours de son mandat, a consolidé les institutions démocratiques du Niger. Il a maintenu la séparation des pouvoirs et il a mis en place tous les organes de contrôle nécessaires pour renforcer ces institutions démocratiques. Et dans le prochain mandat, nous envisageons encore de renforcer davantage ces institutions. Renforcer la séparation du pouvoir entre le judiciaire, le législatif et l'exécutif, renforcer les institutions de contrôle, notamment la HALCIA, qui est un organe de lutte contre la corruption. Et dernier élément, les conseils supérieurs de la communication en matière de gestion de liberté. Et vous pouvez le voir, nous avons fait des progrès remarquables. En matière de liberté de presse, je vous l'ai dit, on venait de 130 oui, on l'a et déjà on a passé. En matière de lutte contre la corruption, on était 134e, on est 99e. Donc, quand on parle de l'indice de développement humain, mais il faut dire d'où on venait. Contrairement à ce que vous dites, l'indice de développement humain, sa composition... Monsieur Oumoudou, nous arrivons au terme de ce débat. Malheureusement, on doit donner la parole aussi à Maître Mossi. Maître Mossi, qu'a prévu le candidat Mahamadou pour répondre à ces problématiques autour de la stabilité politique s'il est élu? Notre candidat est un candidat pragmatique, concret, que tous les Nigériens connaissent. Et ils savent que quand il dit quelque chose, il le fait, et il le fait de belle manière. Dans son programme, qu'est-ce qu'il a envisagé? Pour la stabilité des institutions et le renforcement de l'état de droit, il a proposé s'il est élu, et il va l'exécuter. Ce ne sera pas comme les autres qui disent une chose et font le contraire. Il le fera, je vais parler du PNDS, il va instituer un observatoire des institutions, qui va réguler les institutions, qui va surveiller, contrôler le fonctionnement des institutions et qui va déclencher des procédures disciplinaires ou judiciaires éventuellement contre les éventuels présidents d'institutions qui ne fonctionneraient pas normalement. Ça, c'est une deuxième chose du point de vue, parce que l'état de droit ne peut pas aller sans la justice, sans une indépendance de la justice, sans une justice forte. Et ça, ce ne sera pas une justice soumise aux vœux et aux désidératas du prince, mais une justice indépendante. Et pour cela, nous allons instituer, notre candidat va instituer ce qu'on appelle le juge des libertés. Cela veut dire qu'il ne sera plus question de nommer un doyen des juges qui sera appelé à la présidence pour dire de traquer tel ou tel opposant. Ça, c'est un. Parce que ce n'est pas lui qui va décider d'emprisonner ou de mettre sous mandat de dépôt. Nous allons proscrire ça quand notre candidat va arriver au pouvoir. Et le procureur de la République sera nommé par le Conseil de la magistrature. Il ne sera pas également proposé par des copains, des amis politiques. Il sera nommé par le Conseil de la magistrature. Voilà les grands axes que notre candidat propose pour la stabilité et le renforcement de l'état de droit. Merci Maître Mossi et merci à tous d'avoir accepté de répondre à ces questions, d'avoir accepté notre invitation. Chers téléspectateurs, c'était le dernier débat de cette campagne électorale. Bien sûr, vous retrouverez Thierry Ngogang et d'autres présentateurs samedi pour le Niger des talents qui va mettre en valeur ceux et celles qui contribuent au rayonnement culturel et économique du Niger et qui pourtant ne font pas de politique. Ce sera à 19h30 GMT ce samedi et dimanche, nous nous retrouvons
retrouverons bien sûr pour la grande soirée électorale. Au sortir de cette journée de vote, nous aurons sur ce plateau des représentants de candidats, des observateurs internationaux, mais également nationaux, qui viendront nous dire comment s'est déroulée cette journée de vote. Merci à vous, chers téléspectateurs, et restez sur Africa 24. Si tu passes trop de temps devant